J'ai le plaisir pour cette table ronde conclusive en quelque sorte, d'abord de présenter sa thématique, qui est un vaste programme. Alors on va sûrement pas parvenir à répondre à toutes les questions cet après-midi, mais pour d'emblée mettre un peu en appétit nos intervenants, les intervenants sociaux et les travailleurs sociaux par tradition sont des fichus palabreurs. Donc ils aiment bien discuter, parfois ils ne savent pas où ils vont, ils cherchent des recettes, ils ne les trouvent pas. Mais ce n'est pas très grave au fond, c'est évidemment très positif et constitutif de démocratie, d'espoir, que de discuter, de réfléchir et d'échanger avec des idées et sur des idées. Donc du coup, comprendre la société d'aujourd'hui, voilà l'intitulé de cette table ronde pour construire la fédération de demain. C'est un vaste programme qui est aussi abordé avec le nouveau projet fédéral et puis aussi l'idée et c'est pour ça que nous avons trois intervenants, je dirais, en phase avec ce que je vais vous dire. L'idée, c'est aussi une approche un peu, une certaine humilité face à ce monde qui semble parfois s'effondrer sous nos pieds. Un vieil observateur du social disait déjà il y a très longtemps, le travail social se trouve maintenant loin de ses bases. Donc où sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait dans cette société, paraît-il, inclusive, mais qui ne semble pas toujours inclure les gens, dans cette insertion qui perdure sans aboutir à insérer parfois qui que ce soit. On recommence toujours les mêmes mythes, les mêmes choses. Et comment va-t-on faire aujourd'hui ou demain pour garder l'énergie, la volonté, le partenariat, le maillage, enfin toutes ces questions qui vont aborder. Donc j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous Laurence Denervaux, directrice de Destin commun. Merci à vous, Laurence. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Niels Planel, qui est un élu local, expert aussi en organisation et qui viendra évoquer la question aussi qui est majeure pour la fédération, celle des territoires, les fractures peut-être existent-elles entre ruralité et ville, par exemple. Laurence Denervaux, elle, j'oublie de le dire, viendra évoquer avec nous une question prépondérante qui nous dépasse parfois, qui est celle extrêmement brutale de la concurrence des publics. On a un peu le sentiment parfois d'être face à un pays entier en insertion, un problème. Chaque fois qu'on croit qu'on a ciblé un groupe, un autre apparaît, à tel point que même parmi nous, parfois, les intervenants sociaux sont eux-mêmes en difficulté. On dit trivialement que les professionnels ressemblent de plus en plus à leurs bénéficiaires dans leurs conditions de travail, dans leur paupérisation. Donc tout ça, c'est concurrentiel, c'est aussi des repères qui nous échappent. Donc merci à Laurence Denervaux de venir nous aider à réfléchir. Merci à Niels Planel, je le disais, de venir nous aider aussi à penser cette question des territoires, des fractures du pays. Et aussi, il y aura aussi une réflexion autour des questions de la pauvreté et de certaines théorisations, évidemment pour infléchir les actes. Et puis enfin, Noam Léandri, qui lui est président de l'Observatoire des inégalités. Oui, bonjour. Bonjour, Noam, et qui va nous proposer d'abord une forme d'image, de photographie de ces inégalités en France, hein, au sens large du terme, et puis ensuite quelques biais, pour proposer probablement, j'espère, avec vous, des chantiers à venir. Voilà, une petite heure et demie ensemble, et puis quelques slides, et on va essayer d'échanger. Donc Laurence, peut-être on vous écoute pour une première prise de parole. Très bien, merci beaucoup. Pas vous présenter, bien sûr. Et merci aussi à la Fédération de m'avoir invité à vous rejoindre pour ce congrès et cet échange avec vous. Je suis vraiment ravie de ce moment. Alors peut-être d'abord quelques mots pour présenter qui nous sommes. Destin commun, en fait, c'est la branche française d'une organisation qui s'appelle More in Common, qui est, comme son nom l'indique aussi, dans des pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne également, et bientôt en Pologne. Qu'est-ce que c'est cette organisation? En fait, elle travaille sur des sujets liés à la démocratie et à la cohésion sociale, et plus particulièrement
au phénomène de polarisation ou de fragmentation. Donc tout simplement le fait qu'aujourd'hui, sur de plus en plus de sujets, on ait du mal en fait à entendre des opinions, des visions divergentes des nôtres et qu'il y a de plus en plus de crispation, voire de violence. Et en fait, la jeunesse de l'organisation, il y a eu notamment un événement un petit peu déclencheur qui a été un événement tragique, qui était l'assassinat d'une parlementaire britannique qui s'appelait Jo Cox, qui a été assassinée quelques jours avant le Brexit en 2016. Il se trouve que les cofondateurs de More in Common étaient des amis de Jo Cox, et c'est ce moment qui leur a donné envie de créer une initiative sur plutôt comment est-ce qu'on peut rendre plus visible ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Et le nom More in Common est un hommage à Jo Cox parce que c'était vraiment sa vision. Voilà, pour vous dire un petit peu qui on est et d'où on vient. Et alors, comment est-ce qu'on travaille sur ces sujets? En fait, nous, notre objectif, c'est d'essayer de comprendre, de décrypter les divisions qui traversent la société française, en l'occurrence, de comprendre de quoi elles procèdent, avec une méthodologie très particulière qui est fondée sur la recherche en psychologie sociale. Donc nous, en fait, on a choisi de ne pas se fonder principalement sur des indicateurs socio-économiques ou socio-démographiques qui sont le plus souvent mobilisés dans les études d'opinion, par exemple, mais plutôt sur les questions autour des valeurs, des fondements moraux, des visions du monde de chaque personne, pour comprendre en fait justement de quoi procèdent ces divisions et au contraire qu'est-ce qui peut nous réunir, nous rassembler, nous permettre d'avancer ensemble. Et à partir de tout cela, en fait, on produit des études, des analyses et on les met à disposition d'organisations qui ont une surface assez large dans la société et qui jouent un rôle dans la cohésion sociale, dont évidemment vous faites très largement partie. Donc c'est dans des environnements très divers, dans la sphère des médias, des syndicats, de la solidarité, des associations, et sur des thématiques très diverses aussi, la démocratie, les inégalités, le climat, voilà. Et pour vous donner un exemple, on vient tout juste de publier une étude en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès sur l'abstention, en essayant de dépasser un petit peu le pourcentage unique qui est un petit peu le chiffre systématique qu'on a en tête. Aujourd'hui, c'est plus de 50% aux législatives. Et aussi le portrait robot. Alors voilà, ce sont les jeunes, les plus précaires, les moins diplômés. Bon, d'accord. Mais quand c'est plus de la moitié de la population, finalement, ça ne peut pas être seulement un portrait robot. Donc on s'est mis à l'écoute de personnes qui ne votent plus pour essayer de comprendre de quoi procède ce repli, ce désarroi, ce détachement en fait, de la vie démocratique. Et surtout essayer d'identifier des pistes de réengagement. Voilà, donc on pourra en dire quelques mots, peut-être chemin faisant. Mais du coup, pour commencer, en fait, pour introduire ce que je voulais partager avec vous, je vais mettre à l'écran, si ça fonctionne, en fait, ce slide qui présente en fait la typologie, la segmentation qu'on a élaborée il y a 3 ans maintenant, et qui est en fait notre grille de lecture pour comprendre justement la société française, qui distingue donc 6 grandes familles de Français. Donc, comme je vous le disais, en se fondant non pas sur des éléments socio-économiques ou démographiques, mais sur vraiment leurs valeurs, leur vision du monde. Cette grille de lecture, en fait, ça permet de comprendre les dynamiques d'un groupe à l'autre, les tensions, et aussi le poids relatif de chaque groupe est très important. Donc vous voyez, vous avez donc il y a certains groupes qui sont caractérisés par des valeurs politiques assez fortes. C'est le cas par exemple des militants désabusés et des identitaires aux 2 extrémités du spectre, et d'autres qui sont beaucoup plus dépolitisés, voire désengagés. Et donc nous régulièrement on fait des focus group par exemple pour écouter ces personnes sur différents sujets, pour essayer de comprendre comment ils raisonnent. Et on s'intéresse plus particulièrement aux groupes qui sont les plus défiants, les plus désengagés, qui sont notamment les 3 qui sont sur la droite. Et alors le groupe des laissés pour compte, on l'a symboliquement, on l'a mis en jaune parce que c'est le profil qui est le plus proche des gilets jaunes, même si bien sûr les gilets jaunes c'est très composite comme profil. Mais donc ce sont des gens qui sont plutôt, qui ont une grande colère vis-à-vis de la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, du système, et qui sont également très dans une assez grande défiance. Et c'est ça qu'on essaye de comprendre pour éviter le phénomène de stigmatisation et de hiatus qui se creuse de plus en plus, pour essayer justement de trouver des pistes de réengagement et des ponts entre ces différents groupes.
Et donc peut-être pour commencer, je voudrais partager avec vous quelques éléments de diagnostic très général sur notre discussion, là, c'est comprendre la société française. On a publié une étude il y a quelques mois qu'on a appelée « Naviguer en eau trouble ». Alors le titre est assez sombre, mais c'était vraiment en fait un diagnostic de la société française post-Covid, après ces 2 ans de pandémie qui ont marqué notre vie à tous. Et donc le premier constat qu'on a fait, et c'est peut-être pas complètement nouveau pour vous, mais on a des chiffres assez forts, c'est une forme d'effondrement de la cohésion sociale, en fait, qu'on a, nous, documenté avec une question qu'on a posée avant le Covid et après le Covid de la même façon, donc on a l'effet avant-après, c'était est-ce que vous considérez que globalement nous prenons soin les uns des autres ou bien que c'est chacun pour soi, donc vraiment cette question de la solidarité. Et en fait en juin 2020, donc juste après le premier confinement, c'était, on peut dire, le premier effet Covid, un peu la France des balcons. Voilà. Donc là, on avait 55% des Français qui disaient dans cette crise, j'ai ressenti le soutien, l'attention des autres. Et en décembre 2021, donc 1 an et demi après, c'est seulement 13% des Français qui disent ça et 87% qui disent c'est chacun pour soi. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la bascule. Et de la même façon, il y a eu un renversement sur une question où on demande est-ce que vous pensez qu'on peut surmonter nos divisions et avancer ensemble, ou bien est-ce que les différences entre les Français sont trop importantes pour que nous puissions avancer ensemble. On est passé de 2 tiers, 1 tiers à 1 tiers, 2 tiers en fait. Donc bon, ça c'est le constat vraiment sombre, assez dur, et on peut sentir un petit peu que le vent a tourné. Et puis quand on a demandé aux Français de comment est-ce qu'ils décriraient la France avec toute une série d'adjectifs qu'on leur proposait, les 3 premiers qui ressortaient, c'était divisé, chaotique et corrompu. Donc évidemment c'est extrêmement sombre comme constat. Et je ne vais pas m'arrêter à ces constats sombres, hein. Je vais évidemment aller vers des choses constructives par la suite, mais en fait, pour comprendre de quoi tout cela procède, en fait, on a identifié, à travers une grande série de questions, ce qu'on a appelé une forme de nouvelle équation de la contestation, qui procède de ce que nous, on a compris, de un petit peu 3 grandes tendances lourdes aujourd'hui. La première, c'est l'incertitude, le fait que, en fait, on n'arrive plus à se projeter. L'horizon semble un petit peu bouché, très, très, très resserré. Et c'est quelque chose qu'on a énormément entendu aussi dans la bouche des abstentionnistes qu'on a écoutés ces dernières semaines. Ça a été bien sûr renforcé par le Covid, mais c'est pas seulement lié au Covid. Deuxième point, en fait, la complexité administrative notamment, qui a quelque chose de paralysant. Et troisième point, le sentiment d'impuissance. J'ai l'impression de ne pas avoir prise sur ma propre vie et je me sens un peu ballottée par les flots. Et du coup, c'est ce qu'on a appelé donc, cette équation de la contestation, elle peut déboucher sur une défiance ou plus fortement sur une contestation parfois violente ou bien sur des attitudes qu'on peut qualifier de complotistes. Alors nous, on l'a documenté avec des questions sur est-ce que vous pensez qu'on nous a caché la vérité sur le Covid, par exemple. Et là-dessus, nous, si vous voulez, notre approche, notre vision, c'est de surtout éviter l'approche binaire qui considérait que voilà, soit on est complotiste, soit on ne l'est pas, soit on est dans le vrai, soit on est dans le faux, soit on est dans le bien, soit on est dans le mal, ce qui nous semble extrêmement dangereux. Mais de comprendre de quoi procèdent ces lectures parfois qu'on peut qualifier de complotistes, qui sont en fait cette accumulation d'incertitudes, de doutes qui nourrissent de la défiance et qui se traduisent parfois par de la contestation qui peut être aussi silencieuse comme l'abstention par exemple, qui en est une autre forme. Et du coup pour revenir à ces groupes que je vous ai montrés à l'instant là, ce qui nous a beaucoup frappé aussi, du coup je reviens... Non, pardon, je suis en train de faire des bêtises. Voilà, merci. Ce qui nous a frappé dans nos dernières études, c'est que petit à petit, on a vu une convergence de plus en plus forte sur beaucoup de questions entre les laissés pour compte et les identitaires. Et ces 2 groupes ensemble représentent 42% de la société française. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup et qu'on essaye de bien comprendre, notamment dans une vision extrêmement pessimiste et décliniste de la société. Donc le pays va dans la mauvaise direction. Et puis c'est aussi ces lectures souvent avec une orientation complotiste.
Mais pour autant, ils ne partagent pas une lecture identique sur tous les sujets, notamment sur la question de l'immigration, par exemple. Justement, ceux qu'on nous on appelle les laissés pour compte ont une vision beaucoup plus ouverte et pragmatique, là où les identitaires sont dans quelque chose de très très fermé. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver, maintenir, et donc on en parlera notamment sur la concurrence des publics. Mais voilà, c'était pour vous donner déjà quelques éléments assez généraux de diagnostic et d'analyse. Grand merci, Laurence Denerbeau. Moi, je rebondis tout de suite. Alors, on fait quand même écho à ce qui est proposé sur l'écran. Vous avez des questions que vous pouvez poser, si j'ai bien compris. On va essayer au fil de l'eau d'y répondre. Mais je prends au bon la question de ces ruptures, aussi de ce déclinisme, et parce que Niels Planel, je pense qu'il a la possibilité aussi de repartir sur cette question-là. Vous parlez plutôt, vous, de système dysfonctionnel, par exemple, et il y a aussi quelques nuances sur le rejet de l'autre. Ça n'est pas aussi simple. Les catégorisations frontalisées ne sont pas aussi, peut-être aussi communes et claires que ce que on pense y voir. Je vous passe la parole maintenant pour une dizaine de minutes, peut-être, si on peut avancer comme ça. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier la FAS de m'accueillir dans l'une des seules villes de France où il fait moins de 35 degrés. Donc ça fait déjà du bien. La deuxième chose que je vais essayer de faire très très modestement, c'est de raccrocher. Donc j'aime beaucoup travailler entre le macro et le micro. J'ai travaillé 15 ans auprès d'organisations internationales comme la Banque mondiale, et puis en même temps j'ai passé tout mon temps libre pendant les 10 dernières années à aller dans les coins les territoires les plus fragiles de France, nommément la banlieue et la ruralité, pour essayer d'y mener des projets. Je suis moi-même élu en charge de l'inclusion sociale et du numérique dans une petite ville de 4132 habitants. Et donc je vais essayer de raccrocher une trajectoire d'une humanité à ma petite ville de 4132 habitants. Si j'y arrive, ce sera pas mal. Il se passe quelque chose de très intéressant pour nous autres dans cette pièce. Depuis 1820 jusqu'à 1970, ce à quoi on vient d'assister, c'est l'extinction virtuelle de l'extrême pauvreté dans l'Europe de l'Ouest. Cette extrême pauvreté est en train de se réduire aussi à l'échelle du monde, ce qui fait qu'on a des personnes qui parlent d'une histoire de le fait que l'histoire de la fin de la pauvreté a commencé, de l'extrême pauvreté. Il reste 700 millions de personnes dans le monde qui sont encore dans cette situation. La Chine, après 40 années extraordinaires, on n'avait jamais fait ça dans l'histoire de l'humanité, de sortir autant, des centaines de millions de personnes de l'extrême pauvreté, vient de refermer un chapitre et à épuiser son potentiel de réduction de la pauvreté. On va s'attendre à des taux de croissance beaucoup plus bas à partir de maintenant. Et donc, sur les 20, 30, 40 années qui viennent, et bien au-delà, bien sûr, mais en tout cas, le travail va se porter sur les grands pays d'Afrique, type Éthiopie, RDC, Niger, j'en passe, l'Afrique du Sud. Et chez nous, on a aussi réussi cet exploit, plus particulièrement en France, d'arriver à avoir l'un des taux de pauvreté les plus bas des pays de l'OCDE, des pays avancés et donc du monde. Donc si je m'arrêtais là, on se lève tous, on se met une table dans la main, good job, on rentre chez nous, la conférence est finie. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Depuis 20 ans à peu près, on a un retournement de tendance. Donc moi, je ne suis pas dans ceux qui font des grands discours, il y a une explosion de la pauvreté, il y a un retournement de tendance. Ce qu'on avait très bien réussi à faire après-guerre en France et dans d'autres pays avancés, grâce notamment à l'industrialisation, la révolution industrielle de 1820, enfin, un peu plus loin dans d'autres pays, mais c'est résorber cette pauvreté et en particulier ensuite au XXe siècle se préoccuper des plus âgés dans la société qui étaient vraiment les laissés pour compte. Donc si on faisait cette conférence il y a 60 ans, une des grandes questions ce serait comment on s'occupe des seniors alors qu'aujourd'hui c'est moins le sujet, 50% des plus pauvres ou plus en France ont moins de 30 ans. Donc on voit vraiment un shift. Ce retournement, il a lieu, c'est difficile à expliquer, mais probablement parce qu'on a essuyé graduellement une vague de désindustrialisation, un essor des technologies,
Et puis, on a mal géré la phase d'ouverture, de mondialisation, qui fait qu'on a des territoires qui ont été drôlement fragilisés. Moi, j'ai beaucoup à l'esprit l'exemple de la ville de Sevran, en théorie à 27 minutes de RER des Halles, de Châtelet-Les Halles ou de Gare du Nord. Dans les années 90, vous aviez encore deux usines. L'une, c'était Kodak. Si vous parlez aux anciens, moi, je n'ai pas connu cette époque, mais on envoyait ces photos pour les faire développer chez Kodak. Aujourd'hui, vous avez 11 000 photos dans votre téléphone portable, en tout cas, moi, c'est mon cas, que je ne développerai jamais sur du papier. Du coup, l'usine a fermé. Ensuite, vous aviez Westinghouse qui faisait des produits chimiques. Voilà, elle a été délocalisée, l'usine, en Asie, et derrière, vous avez un taux de chômage qui est devenu structurel aux alentours de 20%, enfin, je crois que c'est 18% dans les années 2010, et qui frappait de manière majoritaire les plus jeunes. Et on a mal géré ça parce que c'est là où on aurait dû mettre, ou en tout cas anticiper et mettre des services publics, ou les remettre, avoir un RER B, par exemple, qui n'est pas en retard tous les 4 matins, jusqu'à 15% du temps en 2019. Donc ça, c'est des chiffres que je prends qui sont des chiffres que je cite d'ailleurs dans un bouquin. Que vous n'avez pas... dans des territoires vulnérables, en fait, vous avez un ensemble de ce qu'on appelle les dimensions de l'adversité cumulative qui font que les transports, la santé, l'éducation, tous ces sujets cumulés, c'est-à-dire c'est pas un en particulier, c'est pour ça qu'il n'y a pas de baguette magique pour s'attaquer à la question de la pauvreté. Il faut le faire, il faut résorber, il faut s'attaquer à ces dimensions ensemble. Vous avez dans les lycées en France, dans les quartiers les plus fragiles, vous avez seulement 58% des professeurs qui ont le bagage académique pour enseigner, contre 90% dans les beaux quartiers de notre pays. Sur les questions de santé, on ne va pas revenir dessus, c'est le sujet du moment. Je crois que dans le 93, il n'y a même plus d'urgence. Il faut aller à Paris pour se soigner. Enfin, pour accéder aux urgences, même pas pour se soigner. Et vous avez, au cœur de tout ça, donc d'abord les couches populaires et maintenant la classe moyenne, qui a stagné, dont le revenu a stagné. Donc il y a encore 3 semaines, je parlais dans la ruralité, chez moi, un monsieur qui s'identifiait, qui disait « Moi, j'appartiens à la classe moyenne française. Les vacances, maintenant, c'est 1 semaine par an. Le restaurant, je rogne dessus. Et j'aimerais mettre mon fils, qui a des problèmes à l'école, dans un collège spécialisé. Ça va être 1 600 € par an. Je ne sais pas si je pourrais le faire. » Si on s'arrête un instant, si j'avais osé rappeler à cette personne qui était en détresse qu'il reste plus riche que 80% de l'humanité, il se serait posé la question de dire « mais est-ce que je vis vraiment dans son monde ?» On l'a vu avec les Gilets jaunes. J'ai été dans des discussions avec les Gilets jaunes qui disaient « moi je suis pauvre ». Et je lui disais « mais vous savez, vous n'êtes même pas parmi les plus pauvres en France, pour ne rien dire du reste de la planète ». Mais il est vrai qu'il y a ce sentiment de précarisation. Alors il y a toutes les questions liées au reste à vivre que vous connaissez beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire que quand tout augmente mais que votre salaire stagne, évidemment vous sentez un petit peu l'eau qui remonte. Mais c'est là où moi je pense qu'il faut repenser nos grilles d'analyse des questions de précarité, de sentiment de paupérisation, et c'est là où on a des penseurs extraordinaires comme Amartya Sen qui vous parlent de capacité, c'est-à-dire de capacité à réaliser votre potentiel à une époque donnée. Dans 100 ans, on aura peut-être des ailes et on pourra voler, être beaucoup plus rapide pour se déplacer d'un point A à un point B. Et en rétrospective, on nous regardera, nous, dans cette pièce, en disant ils n'avaient pas d'ailes, ils ne savaient pas voler, ils étaient très pauvres, très, très, très chétifs. Mais donc, par rapport à l'époque donnée, la personne que j'avais en face de moi, elle ne peut pas réaliser son potentiel, et encore moins son fils de 13 ans, qui probablement ne finira pas dans le collège où il doit aller. Et vous avez quelques dimensions supplémentaires que je me permets d'ajouter après une dizaine d'années de travail dans ces territoires fragilisés. Mine de rien, vous avez une presse locale qui est inexistante ou faible. Alors, je dis ça avec beaucoup de respect parce qu'il y a des gens qui font un travail extraordinaire. Je pense au Bondi Blog. Mais en gros, les gros médias vont être friands d'histoires qui se passent à Paris, chez les puissants à Paris, mais très peu sur ce qui se passe dans les territoires les plus fragiles. Et mine de rien, une démocratie fonctionnelle, ça passe aussi par une presse forte. Et pour ça, moi, j'inclus ça dans les dimensions de la pauvreté. Et là, mon plaidoyer devient plus personnel quand je dis qu'on a aussi des problèmes. Alors, je le dis de manière en pesant mes mots, parce que je n'aime pas le tous pourri, et c'est vraiment pas le sens de ce que je vais dire. Mais vous avez
des élus qui ont fini dans ces territoires par concentrer, certains, une petite partie, qui ont fini par concentrer trop de pouvoir, simplement parce que être maire aujourd'hui d'une commune d'une certaine taille, vous êtes payé, je ne sais pas moi, 1800, 2000 € pour faire 70, 80 heures par semaine. Donc rapidement, vous devenez cumulard et vous devez développer des politiques, ce que j'appelle des politiques de contrôle plutôt que de développement du territoire. C'est-à-dire vous asphyxiez le petit jeune qui arrive avec son projet à 500 mètres, vous le voyez, et vous l'empêchez de créer son projet qui va animer le territoire. Et de ce fait, vous faites du non-développement. Et le tout contribue à la paupérisation de territoires et de leurs habitants. Donc si je m'arrêtais là, on serait un petit peu quand même... D'abord, il y aura des préconisations, mais je vais quand même dire qu'il y a aussi un nouveau chapitre, en tout cas que moi je vois s'ouvrir dans l'histoire de France actuelle, contemporaine, qui est qu'on passe d'une économie de chômage de masse. J'ai 41 ans, je n'ai connu que la crise, tout du moins quand je vivais en France. Et taux de chômage, peut-être que ça va baisser, mais bon... Sur mon territoire en Bourgogne, maintenant, c'est l'inverse. On est rentré dans du plein emploi, c'est-à-dire le carrossier qui dit « moi, je ne prends plus de voiture parce que je mets un mois à les rendre », le restaurateur qui dit « je ne peux pas servir le volume de couverts que je voulais servir parce que je n'ai pas assez de serveurs », et ainsi de suite, des projets dans le secteur du bâtiment qui sont stoppés. L'avantage de ça, c'est que ça va redonner du levier pour les plus précaires pour négocier leur salaire, pour négocier leurs conditions de travail. Il y a quelque chose qui va s'inverser. Pour autant, dans le plein emploi, j'ai vécu et travaillé dans 2 économies de plein emploi, au Japon et aux États-Unis, ce n'est pas pour autant que la pauvreté se résorbe. Vous avez de nouveaux précaires. Et j'aurai l'occasion peut-être de dire quelques mots supplémentaires, parce qu'on a porté la candidature du premier territoire zéro chômeur de Côte d'Or. Et on a découvert, et je m'arrêterai sur ça, que dans notre économie à nous, de plein emploi, il y avait quand même des gens qui étaient éloignés du marché du travail durablement parce qu'ils avaient notamment des problèmes de mobilité, de compétences ou d'érosion des compétences, de garde d'enfants ou de personnes qui s'occupent d'un parent malade, ou encore de santé et de handicap. Et je termine sur cette anecdote. En janvier, je parlais avec une personne qui va, je l'espère, rentrer dans notre projet et qui vient me voir à la fin en me disant « merci, vous avez mis des mots sur ma souffrance, parce que j'entends toujours que les pauvres ne veulent pas bosser, alors que moi je veux bosser. » Et je dis « ah, vous c'est quel problème auquel vous vous heurtez ?» Il m'a dit « moi c'est les 4. » Il me dit « j'ai pas de voiture, je me suis occupé d'une maman qui mourait d'un cancer, donc j'allais chercher l'argent où il était, j'enchaînais les petits jobs, donc sur mon CV, il n'y a aucune compétence, les gens croient que je suis instable, que je ne peux pas rester avec un employeur, en fait, alors que je devais m'occuper de quelqu'un. Et à force, j'ai développé une scoliose. Donc voilà, je me retrouve dans une catégorie de personnes qui sont drôlement défavorisées pour chercher et trouver de l'emploi. Donc voilà, donc, un petit panorama et j'aurai quelques préconisations à la fin. Et je m'arrête là, j'ai été un petit peu long. Merci. Grand merci, Niels Planel. Bon, le premier tour de table est un peu, enfin, pas super optimiste, quoi, en même temps. Hein. Non, mais pardonnez-moi, Laurence de Nervaux, elle nous raconte quand même la complexité administrative, le sentiment d'impuissance des catégories analysées. Quant à Niels Planel, lui, il est sur l'adversité cumulative. Et puis, quand on est pauvre, on n'est pas pauvre parce qu'on est beaucoup moins pauvre que les Chinois ou les Afghans. Pardon, c'est évidemment mon rôle que de provoquer un peu et... Je travailleur social professionnel, donc je fais attention aux mots que j'emploie à propos de la situation de pauvreté. Faire attention à ce qu'on dit quand on fait carrière dans le travail social. Voilà. Hein. C'est important de faire attention aux mots. Mais voilà, on en est là, à ce moment-là, et donc, Noam, on a entendu quand même un tableau d'une France très inégalitaire, d'une France qui se sent impuissante. Qu'est-ce que le président de l'Observatoire des inégalités va rajouter à cette liste? Mais bon, vous avez compris quand même, avant de partir, hein, il y a des préconisations, il y a le territoire zéro chômeur qui nous attend. Voilà, et puis comme je vois mon président, Pascal, tu feras attention à la conclusion quand même, hein, qu'on ne termine pas à l'hôpital psychiatrique d'en face parce qu'on est tous déprimés à la fin du congrès, quoi.
Voilà, Noam, on vous écoute sur ce panorama des inégalités françaises. On en a eu un petit lot quand même là aussi sur les professeurs. Je vais éviter les redondances. Merci Yann. Et pour commencer sur une note positive, peut-être tu peux présenter le dernier rapport qu'on a produit qui montre la France qui va bien, c'est la France des riches. Donc on a eu, voilà, pour commencer sur une note positive. Donc effectivement, on a sorti ce rapport il y a 2 semaines de ça. On alterne dorénavant, puisqu'on a notre rapport sur les inégalités en France qu'on publie tous les 2 ans. Et puis en intermédiaire, on publie sur les pauvres. Et on s'est dit, bah, tiens, on a plein de données sur les pauvres, mais par contre, sur les riches, il n'y a pas grand-chose. Donc ça fait 2 ans qu'on sort à présent un rapport sur les riches, parce que souvent, on manque d'informations sur ces données-là. Ce qu'on montre aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas forcément plus nombreux, mais en tout cas, ils sont plus riches qu'avant, notamment en termes de patrimoine. Vous avez vu, pendant la crise Covid, il y a 150 milliards d'épargne qui ont été accumulés par les plus aisés de la population, et c'est cela aujourd'hui qui est la France qui va bien. Et pour autant, lorsqu'on parle de débat fiscal, il est rarement question de redistribution. Ça fait partie des choses dont j'aimerais parler après en termes de pistes d'action pour l'avenir. Mais voilà, en tout cas, c'est ça dont je vais, cette note positive par laquelle je voudrais commencer mon propos pour détendre l'ambiance. Et puis, comme je voyais que certains commençaient un peu à s'assoupir, c'est normal, c'est l'heure après le déjeuner, je vais vous proposer un peu d'exercice physique. J'aimerais savoir, ce que je vais proposer, c'est que vous leviez, si vous êtes d'accord avec cette assertion, est-ce qu'il y a plus de riches que de pauvres en France? Est-ce que ceux qui pensent qu'il y a plus de riches que de pauvres en France se lèvent? Voilà, je sais bien ce que je craignais, il n'y a pas beaucoup d'exercices physiques. Soit vous êtes tous encore endormis, soit c'est parce que vous avez raison, c'est bien le cas. En réalité, il y en a à peu près autant dans les 2 cas. On a à peu près 5 millions de personnes qu'on considère comme riches, au-dessus de notre seuil de 3 700 € net d'impôts et de cotisations par mois pour une personne seule, 7 700 € pour un couple avec 2 enfants. Vous faites partie des 7% les plus aisés de la population lorsque vous êtes au-dessus de ces seuils. Alors, n'éteignez pas la lumière parce que j'ai un deuxième exercice à vous proposer. Et vous savez que le seuil de pauvreté, il y a 2 façons de le mesurer aujourd'hui. C'est soit les 9 millions de pauvres dont on entend souvent parler, qui sont ceux qui sont à 60% du revenu médian. Je suis désolé, je vous fais faire des calculs mentaux. Le revenu médian, c'est celui qui sépare la population en 2. Il y en a la moitié au-dessus, l'autre moitié en dessous. C'est à peu près 1 800 € par mois. On avait la moitié de la population qui est en dessous de 1 800, l'autre moitié qui est au-dessus. Et statistiquement, on retient le seuil de 60% de ce revenu médian pour définir ce qu'est la pauvreté. Le fait est qu'avec ce seuil, vous êtes à 9 millions. À l'Observatoire des inégalités, on a proposé de retenir l'ancien seuil qui faisait foi en France depuis 50 ans. C'est le seuil à 50% du revenu médian, ce qui fait qu'il y a 5 millions de pauvres. Ça nous semble plus judicieux parce que, premièrement, vous évitez de donner un ordre de grandeur trop important qui donne l'impression que tous pauvres, et finalement, à force de crier à la catastrophe, il n'y a plus vraiment de problème. Et deuxièmement, ça permet de mieux cibler les politiques sociales, parce qu'il ne s'agit pas de faire sortir de la pauvreté ceux qui sont à 1 500 € par mois avec une prime d'activité payée par l'État et non pas par les employeurs. Il s'agit simplement finalement d'augmenter les salaires. Et au lieu que ce soit une prime d'activité qui fasse sortir ceux qui sont à la lisière de la pauvreté en leur donnant 20 € de plus, hop, ils sortent, mais d'aller s'adresser plutôt à la plus grande pauvreté, celle qui est plus proche du RSA, qui est largement en dessous aujourd'hui du seuil de pauvreté. Donc c'est ça, nous, notre message qu'on veut véhiculer à travers ce seuil de pauvreté. Alors justement, deuxième exercice physique que je vous propose, c'est qui pense que la pauvreté a baissé depuis 2 ans. Donc levez-vous, pardon, si vous voulez bien, si vous pensez que la pauvreté a baissé depuis 2 ans. Est-ce qu'il y en a qui pensent que la pauvreté a baissé depuis 10 ans? Est-ce qu'il y en a qui pensent que la pauvreté a baissé depuis 50 ans? Alors, normalement, tous comme un seul homme, voilà, merci, ça fait plaisir. Je savais bien que j'allais vous faire un petit peu d'exercice physique quand même. Merci beaucoup. Et effectivement, vous avez raison, Nils en a un peu parlé aussi. On a une tendance quand même de fond dont il faut être fier, c'est qu'on a en France un système de protection sociale qui a permis depuis 50 ans de fortement réduire la pauvreté en France, et pas seulement d'un point de vue monétaire, mais aussi en conditions de vie. Qui a encore des toilettes sur le palier ou dans le jardin?
qui n'a plus de salle d'eau, de salle de bain dans son logement. Il en existe encore, je suis certain, 1 ou 2% selon les rapports de la Fondation Abbé Pierre ou les données de l'INSEE. Mais on est passé de quasiment une grande majorité de la population qui vivait dans des conditions extrêmement précaires, des conditions de vie extrêmement précaires, à maintenant un confort de vie que n'avaient pas nos parents et encore moins nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Donc ça, c'est quand même une grande avancée sociale. Le fait est que malheureusement, comme le disait Niels, on a un phénomène, je ne sais pas si je dirais du retournement de situation, parce que finalement la pauvreté reste stable en proportion de la population. La population croît et la pauvreté, ça croît au même rythme. C'est qu'on a surtout... On n'arrive plus à réduire la pauvreté, malgré l'accumulation des plans triennaux, quinquennaux, etc., depuis plusieurs quinquennats, gouvernements, etc. J'ai toujours la bonne idée qui va, vous allez voir, je vais donner à manger en maternelle, un petit déjeuner au maternel, je vais légèrement rehausser le RSA de 4,5%, etc., etc. Mais ce n'est jamais des réponses structurelles à la pauvreté, surtout quand on parie tout sur le plein emploi, et je vais y revenir. Donc voilà un peu aujourd'hui ce qui est la situation française, c'est que depuis 10 ans, c'est à peu près la période où cette baisse qu'on avait constatée historiquement de la pauvreté, on n'y parvient plus. Et ça, c'est quand même un grand enjeu, je pense, aujourd'hui pour notre décennie à venir, notre quinquennat en particulier, puisqu'on démarre un nouveau quinquennat. C'est pour ça qu'on a fait un certain nombre des propositions de nouveaux chantiers. Et le défi, il porte notamment sur les questions d'emploi, parce qu'on constate quand même qu'il y a un lien très fort qu'il y a entre le chômage, qui était de masse et qui continue à l'être, et la pauvreté. Comment le traiter? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas aussi optimiste que Niels sur le plein emploi qui serait devant nous à horizon 2 ans, 3 ans, 5 ans. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a effectivement, pardon du terme, gavé les entreprises avec des aides publiques, avec le quoi qu'il en coûte, qui fait qu'on a effectivement une forte relance. C'est de la relance keynésienne, pour ceux qui ont fait un peu d'études d'économie. C'est le phénomène, vous savez, de multiplicateur keynésien. Vous injectez 100 milliards d'euros dans l'économie, ça fait 100 milliards d'euros de dépenses. Sauf que le problème, c'est que le phénomène, il s'érode au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, il y avait le quoi qu'il en coûte. Vous avez tous entendu quand même que pendant la campagne présidentielle, c'était bientôt terminé. Et donc un jour, il faudra passer à la caisse. Et la vraie question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va rembourser la dette ou comment est-ce qu'on va rééquilibrer les comptes publics? Il y a deux solutions. Soit on dit c'est ceux qui ont le plus de capacité contributive qui vont le faire, soit on fait une taxation très large. C'est ce que proposent en général tous les modèles un peu plutôt libéraux, classiques. C'est un bon impôt, c'est celui qui est avec un taux faible et une assiette très large. C'est-à-dire que tout le monde va passer à la caisse, comme la CSG, la TVA qui touche les plus aisés ou les plus pauvres de la même manière. Et donc ça, c'est typiquement ce qui va avoir un effet contre-redistributif, comme la TVA aujourd'hui est contre-redistributif, c'est ceux qui consomment le plus, ceux qui ont le moins de moyens consomment le plus, qui contribuent le plus à la TVA, et bien c'est ce vers quoi on risque d'aller. Et donc, moi, le plein emploi, je crains que malheureusement, ça sera effectivement, peut-être qu'on sera vers une forme de plein emploi avec 5% de chômage d'ici, ou 6% d'ici 1 an ou 2, mais ça ne sera pas une solution pérenne à la situation de pauvreté, notamment aussi à cause d'un nouveau phénomène que vous constatez tous, j'imagine, aujourd'hui, c'est la précarité au travail, le travail laborieux, le travail ne paye plus assez, parce que c'est des mini-jobs un peu, comme on l'a constaté, en temps de travail, en salaire, en niveau de salaire. Et donc, on va aussi, avec ce type de phénomène aujourd'hui de précarisation du travail, pas réussir à résoudre uniquement le problème de la pauvreté à travers le travail, la création d'emplois ou le plein emploi. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je ne vais pas être plus long pour pouvoir continuer le tour de table. Et grand merci à Noah. Qui continue un peu à doucher nos enthousiasmes. Mais moi, je partage aussi cet avis. Je peux me permettre, comme animateur, il n'y a pas de neutralité pure. Hein, je m'investis aussi. Tous ces contrats aidés, tout ce volontariat, ces sous-contrats qui s'accumulent, y compris dans le monde associatif dans lequel nous sommes investis, et qui font ce second marché du travail. Et pas forcément... est-ce que c'est du plein emploi? Je ne sais pas si c'est du plein emploi, mais ce n'est pas un emploi plein, en tout cas. C'est un peu ce que vous dites aussi. Donc, pour continuer l'échange, Laurence Denervaux, tout à l'heure, elle a évoqué ces fractures, elle a évoqué ces catégories
identitaires, militants désabusés. Est-ce que vous pouvez avancer avec nous aussi sur ce qui nous intéresse particulièrement? Et je reviens à ce qu'on disait en introduction, on a le sentiment d'avoir des publics de plus en plus nombreux, divers, parfois les uns contre les autres. Un grand observateur du métier rappelait une phrase qui m'est chère. Avant, il y avait le centre et la périphérie des choses. Aujourd'hui, le centre et la périphérie se confondent, y compris pour nous, les intervenants sociaux. Donc merci d'avancer avec nous tout de suite sur ce sentiment peut-être de concurrence des publics, par exemple. Laurence. Oui, absolument, question essentielle et sur laquelle on a travaillé il y a 1 an et demi avec, en fait, notamment avec 3 organisations qui sont le Secours catholique, le groupe SOS et Amnesty International France. Qui chacune en fait était, comme beaucoup d'entre vous je pense, bien située pour constater ce phénomène de concurrence, soit entre différents types de publics accueillis, soit entre publics accueillis et bénévoles, voire salariés dans certains cas, avec une porosité croissante. Qui a été très visible aussi pendant le Covid, hein, mais qui dépasse largement cet épisode. Et donc là-dessus, on a essayé de comprendre, en fait, de décrypter un petit peu ce sentiment de concurrence. Je voudrais préciser simplement que je vous expliquais tout à l'heure que nous, on a fait le choix d'adopter une grille d'analyse qui n'est pas socio-économique, socio-démographique, mais plutôt autour des valeurs et de la psychologie sociale. Pour autant, évidemment, il ne s'agit pas de nier ou de minimiser l'importance des phénomènes socio-économiques qui viennent d'être décrits et qui sont évidemment très réels, etc. Mais il s'agit plutôt, en fait, sur le créneau que nous, on a choisi et sur lequel on travaille, d'éviter de rajouter des problèmes aux problèmes, pour parler de façon très simple, et de la crispation, de la tension, là où déjà la situation factuelle est problématique et difficile. Donc, en fait, on a essayé de comprendre en fait de quoi procède ce sentiment de concurrence très fort, notamment chez les laissés-pour-compte vis-à-vis des plus précaires, et aussi, je vais vous dire quelques mots de ce groupe des identitaires qui nous intéresse et qui est assez important aussi à comprendre. Alors, en fait, dans la façon dont on analyse ce qu'on appelle les fondements moraux, chez les personnes que nous on appelle les laissés pour compte, la valeur peut-être de référence, c'est la valeur de la justice, de l'équité, et aussi une valeur d'ordre, mais justement les deux sont extrêmement liés. C'est l'ordre juste en fait, et c'est vraiment ça qu'ils valorisent, qu'ils vont chercher ce à quoi ils sont extrêmement attachés. Et du coup, en fait, il y a chez eux un rejet de l'autre qui procède d'une peur du déclassement et aussi d'un sentiment d'invisibilisation et qui est lié également à une amertume vis-à-vis du fait qu'eux-mêmes ont subi parfois des discriminations, des violences, des injustices qui ont parfois été justement invisibilisées. Et donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte quand on essaye de traiter cette fameuse concurrence des publics. Et puis un point qui nous a semblé très intéressant aussi, c'est que ces personnes donc, du groupe des laissés pour compte, quand on les interrogeait sur, pour vous, en fait, c'est qui les personnes précaires, comme ça, spontanément, en fait, le portrait robot qui sortait, il y avait 3 profils. Il y avait le SDF, donc un petit peu le stéréotype, on va dire, de la grande précarité. Il y avait les retraités et étudiants précaires. Et puis, il y avait la mère seule, la mère qui élève ses enfants seule. Et ce qui est intéressant là-dedans, de notre point de vue, c'est le grand absent, en fait, qui est la figure du migrant et des personnes migrantes, qui sont peut-être celles qui, en tout cas, dans ce qu'on a analysé, font le plus l'objet de cette concurrence des publics et de ce rejet, de ces tensions. Et du coup, là, j'en viens au public, au deuxième groupe, à celui des identitaires. Alors, eux, on peut dire que leur valeur de référence, c'est plutôt les valeurs d'ordre et d'autorité. Je précise que cette démarche, en fait, elle nous semble importante pour ne pas, si vous voulez, enfermer les gens avec juste une étiquette qui serait l'étiquette raciste, par exemple, mais de comprendre en fait de quoi tout cela procède dans les fondements moraux de ces personnes et aussi les dynamiques, les tendances qu'il faut essayer de désamorcer. Et en l'occurrence, là,
y a clairement une tendance de fond de défiance qui se généralise chez ce groupe des identitaires et qui procède d'une peur qui aujourd'hui s'applique à tous les domaines de leur vie et des relations sociales également, et qui du coup renforce aussi ce sentiment de concurrence vis-à-vis des personnes immigrées en l'occurrence, qui se cristallise aussi autour de leur attachement à la valeur travail. Ça c'est très important et c'est comme ça qu'elles le disent. Mais en fait ce sentiment diffus de peur qu'ils dénoncent, en fait ils sont parfois même pas conscients eux-mêmes d'en être les premiers sujets. C'est-à-dire que dans nos groupes sur l'abstention, là, il y avait une personne qui disait on a l'impression que les gens se sentent agressés, donc ils agressent avant d'être agressés. Et c'est cette espèce de cercle vicieux dont eux-mêmes, en fait, auquel eux-mêmes participent en quelque sorte, et du coup, ça résulte dans une défiance généralisée. Et là, chez ces personnes, c'était extrêmement caractéristique parce que c'était en fait, une défiance vis-à-vis, là, il s'agissait de politique et de vote, le résultat du scrutin, voilà, on parlait du scrutin des présidentielles, on ne sera jamais sûr si vraiment c'était le... Voilà. Défiance même vis-à-vis d'une personne à qui ils auraient pu confier leur procuration, qui me dit qu'elle ne va pas changer mon vote. Et défiance également vis-à-vis des associations, quand on parlait au-delà du vote de questions d'engagement au sens large. Donc cette personne disait les dons, on ne sait pas très bien dans quel portefeuille ça va, voilà. Donc en fait on voit les conséquences de ce climat de peur dont ces gens-là sont les premières victimes en quelque sorte, qui évidemment a des raisons et des racines aussi, qu'il ne s'agit pas de nier, mais qui ont des conséquences extrêmement lourdes aussi sur la relation entre les différents groupes et ce sentiment de concurrence qui peut aller jusqu'à un rejet violent en l'occurrence. Voilà. Donc en fait, il nous semble que, y compris avec ces groupes les plus durs dans leur lecture du monde et de la société, il s'agit d'entretenir une conversation, de ne pas les laisser s'endurcir encore plus et s'enfermer dans cette vision, et aussi d'éviter que les groupes des laissés pour compte ne glissent vers cette lecture particulièrement dure et fermée. Voilà, c'est quelques premiers éléments de lecture sur cette question de la concurrence des publics, puis ensuite on en viendra plutôt aux recommandations, si j'ai bien compris. Oui, c'est remarquable ce que vous dites sur cette défiance vis-à-vis des associations, par exemple. Si on prend cette idée au bon, beaucoup parmi nous probablement ont en tête des situations qui nous laissent perplexes, ceux qui sont un peu anciens comme moi, dirigeants du monde associatif. Quand j'ai commencé et que je disais que j'étais éducateur, on avait même envie de m'embrasser, on me prenait pour l'abbé Pierre, quoi. Aujourd'hui, on m'exclut, on me rejette. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous venez sur notre quartier avec vos migrants, avec votre assistanat, cancer de la société, paraît-il. Donc, ce que vous dites fait écho, je pense, à un grand nombre de membres de cette audience, parce que finalement, si on ne comprend pas cette défiance, si on ne comprend pas ce que vous dites, cette agressivité a priori, avant que l'autre ne m'agresse, on le sait que nous sommes condamnés à la relation, nous, les professionnels et les intervenants bénévoles, les personnes accompagnées qui sont là, qui représentent le public et qui portent la parole avec force et courage. Je les salue quand même. Merci d'être parmi nous. Et qui, elles aussi, nous racontent leur expertise du vécu. Nous sommes condamnés à la relation. Or, vous nous racontez que le préalable, les conditions psychologiques et sociales, puisque c'est les valeurs, les mondes sociaux, sont déjà détériorés a priori. Donc c'est une exigence supplémentaire pour les professionnels. Or, qu'est-ce qui nous arrive ? Ce n'est pas très optimiste ce que je vais vous dire, mais on le sait tous. C'est qu'en plus, nous sommes dans un manque d'attractivité du métier. C'est peut-être la cause ou l'effet de la chose. Donc on est aussi là-dessus. Au-delà de la question salariale et des indicateurs économiques, on a aussi peut-être pour ces raisons-là, je ne sais pas comment on dit, une crise des vocations, par exemple. Donc c'est particulièrement important et constitutif de comment on va faire demain. Okay ? Merci. C'est pour ça que je rajoute juste un petit point. Justement, ceux qui font l'effort, et on sait bien à quel point c'est difficile d'entretenir ce dialogue, y compris avec les plus défiants, voire les plus brutaux dans la relation, c'est absolument essentiel parce qu'on sait qu'en plus, il y a un phénomène psychologique, il y a un lien en fait entre l'autocensure sur les sujets moraux et le renforcement de la défiance, justement. C'est-à-dire que voilà, quand on garde tout ça en soi et qu'on ne le dit pas, on sait que ça renforce encore plus cette tendance à être défiant et à se couper de l'autre et de la société. Donc c'est un défi énorme, mais je pense qu'il y a un enjeu majeur à réussir à maintenir ce dialogue, parce que sinon ça détériore encore plus cette relation entre ces groupes et la société et l'autre avec un grand A.
Merci. Niels Planels, tout à l'heure, vous avez évoqué un mot qui ressemble un peu à de l'anglicisme, les capacités. Enfin, pour moi, ça fait un peu étoile, ciel, tête de race, c'est-à-dire tout le monde est capable de quelque chose. Est-ce que c'est un mot d'ordre libéral, par exemple? Il faut que chacun se débrouille parce qu'il est capable et qu'il a beaucoup d'habileté à s'en sortir par lui-même. Je vous taquine un peu, mais on aimerait comprendre. Je vais répondre à la question. Je vais juste rajouter un petit détail sur le plein emploi, parce que c'est vrai que c'est un point important. D'abord, c'est s'il n'y a pas de récession suite à tout l'argent qu'on a injecté dans le système et qui a fait chauffer la machine économique mondiale. Donc il y a un risque de récession aux États-Unis. Ça peut faire dérailler les choses, mais pour autant, on a une structure démographique en France. On est un pays qui vieillit. Donc, dans la Bourgogne-Franche-Comté, on se souvient, en ce moment, il est candidat aux législatives, ce boulanger... Stéphane Ravaclé, qui l'année dernière a fait une grève de la faim pour conserver un apprenti. Si on écoute bien ce qu'il dit, à un moment, il dit « je ne le fais pas par philanthropie, je le fais parce que j'ai plus personne d'autre ». Et ça revient souvent sur notre territoire. Et je pense qu'à l'horizon 2030, la structure démographique de la France fera qu'il y aura quand même probablement une forme de plein emploi ou une autre. Pour la question, elle est ardue, je l'entends. Et j'ai toujours peur, j'ai un exemple moi qui me plaît beaucoup, et j'ai toujours peur qu'on ait lu l'ouvrage dans l'audience et en me disant « Ah, tu vas te tromper sur cet exemple, mais je vais le prendre quand même ». On a une étude de 2 sociologues qui s'appellent McKay et Shaw dans les années 40 aux États-Unis. Ils prennent un quartier, ils étudient la délinquance juvénile pour en gros essayer de trouver les facteurs qui l'expliquent. Et ce quartier, il a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'emménagements et de déménagements. Et ils l'étudient sur un temps long. De telle sorte qu'ils aient quand même des phénomènes qu'on peut traquer dans le temps. Et donc on serait tenté de se dire, si vous habitez sur un étage où une année vous avez une famille sympa et puis l'année d'après c'est catastrophique, au fil du temps vous allez voir la délinquance juvénile, en tout cas les taux osciller. Et quand ils observent ça dans le temps, en fait c'est plat. Pourquoi? Parce qu'ils expliquent grosso modo que l'environnement change plus l'individu que l'individu ne change l'environnement. Donc quand on parle de capacité, pour y revenir, en gros, c'est pour ça que moi j'insiste sur les territoires tels qu'ils sont, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont un accès abondant aux soins, à une éducation de qualité, à des transports, à de la garde d'enfants, à plein d'éléments, et j'incluais tout à l'heure une presse locale forte, des élus animateurs de projets, parce que l'individu en tant que tel, pris à l'état de nature, on ne va pas très loin. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur cette dimension de l'environnement, donc du territoire. Ce n'est pas toujours quelque chose qui est évident. Quand on cible les aides ou quand on cible l'action d'une association, ça va être sur un groupe de 10 jeunes, ça va être sur... mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et c'est peut-être là qu'il y a un rôle vraiment pour la puissance publique au XXIe siècle, qui est de restaurer un environnement qui est fonctionnel. Quand je vous disais tout à l'heure, moi, quand je faisais un projet à Sevran, Google Maps me disait Sevran, Gare du Nord ou Les Halles, excusez-moi si je ne me souviens plus, c'est 27 minutes. Mais la réalité, c'est que moi, quand j'avais des rendez-vous importants à Paris, je partais 1h30 à l'avance parce que j'étais sûr que j'allais être en retard pour les rendez-vous importants. Donc, voilà, c'est ce que me confiait un étudiant en droit qui me disait j'habite à 1 heure du centre d'examen, je pars 2 heures à l'avance et j'arrive 40 minutes en retard. Lui, en tant qu'étudiant, il n'est ni plus bête ni plus intelligent qu'un autre. C'est un étudiant, mais c'est-à-dire que quand il va arriver devant sa feuille d'examen, il va être beaucoup plus stressé et il aura en plus 40 minutes de retard. Vous voyez, c'est ça qu'il faut inclure. Voilà, c'est ça qu'il faut inclure dans cette capacité à réaliser l'individu, en fait. C'est pas, il n'y a pas des génies d'un côté et puis des gens déficients de l'autre. Il y a le fait d'arriver tous à l'heure chez le médecin, d'y avoir accès déjà, de pouvoir être sur une base de départ équitable quand on se rend aux examens, d'avoir les mêmes profs qui soient de qualité, etc., etc., etc. Donc c'est pas, je pense pas que ce soit une approche libérale, même si ça peut avoir des conséquences libérales, mais au contraire, c'est tout sauf. C'est plutôt de dire, c'est là où il faut retrouver la force du collectif, la force de l'État, la force du secteur public, qui arrivera à tacler ces dimensions de l'adversité cumulative une à une.
Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, c'est intéressant, mais donc du coup, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Qu'il faut que les adhérents de la fédération se bagarrent d'abord pour la mobilité, qui est effectivement une donne très importante sur les politiques de justice, par exemple. Est-ce que c'est le problème du rural aujourd'hui? Voilà, ce que je trouve de frappant, parce que ça on l'a pas assez associé justement, c'est qu'entre la banlieue et la ruralité, on se dit mais c'est des mondes opposés, et qu'on oppose d'ailleurs, hein. Il y a un parti en France qui arrive très bien à monter les uns contre les autres. Alors qu'en réalité, les problèmes que j'évoque de mobilité, de l'écart qui sont absents dans la ruralité, le RER qui est dysfonctionnel, les soins auxquels on a du mal à accéder dans la ruralité, alors que, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a plus d'urgence dans le 93, les professeurs ou l'orientation qui sont pas, c'est pas optimal. En fait, il y a beaucoup de points communs, de problèmes communs. Et ce que moi je trouve important pour la FAS et ses acteurs, c'est de pouvoir faire prendre conscience et à la ruralité et aux banlieues qu'en fait elles ont des problèmes communs. Quand on fera un édito seulement signé des banlieues pour dire ça ne marche pas, etc., on dira c'est encore les banlieues. Quand on dira la ruralité, on dira. Quand on fera des éditos, des tribunes en commun pour dire les problèmes qu'on a, ils sont similaires, ce sera d'un côté 5 millions d'habitants de la banlieue et de l'autre un tiers de la population française vivant de la ruralité qui vont s'associer ensemble. Et ça, quand vous êtes un homme politique ou une femme politique, vous voulez vous faire élire ou réélire, ça commence à compter en nombre de voix. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir faire de la politique pour pouvoir s'attaquer à cette... il y a une jolie expression en français, on dit remettre le pied à l'étrier. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire par rapport aux politiques qu'on a du mal à faire par rapport aux politiques de lutte contre la précarité. C'est-à-dire voilà, on parlait de ce retournement de tendance, hein. On est passé en 2004 jusqu'à aujourd'hui de 12 à 14% de taux de pauvreté. Ce petit retournement, alors que tout ça, ça baissait, on n'arrive pas, ça fait un petit croissant au bout, il faudrait comme un trombone, le refaire repartir à la baisse. Ça veut dire unir des groupes ensemble et leur faire de la politique pour qu'ils réclament une baisse de la pauvreté, qui réclament donc des moyens pour faire baisser la pauvreté, que ce soit de la mobilité, de la garde d'enfants, des formations par rapport aux compétences qu'ils n'ont plus ou qu'ils n'ont pas, des soins de santé, une bonne éducation, etc. etc. C'est ça le cœur du plaidoyer. Et aussi, comme je disais par rapport aux élus locaux, arriver à défaire leurs pinces de crabe pour qu'ils arrivent, on laisse les gens sur les territoires faire des projets. C'est pas vraiment une approche libérale, hein. C'est une fois de plus, c'est juste laisser les gens s'exprimer parce qu'ils ont des capacités à faire. Voilà quelques préconisations que je ferai. Et peut-être une dernière en rapport à la température, 35 degrés. Il va aussi falloir opérer ce qu'on appelle une transition juste. Ce sont les plus riches qui émettent beaucoup de carbone et les plus pauvres souvent qui sont pénalisés. Une transition juste, c'est vraiment la capacité pour les sociétés à parvenir à se décarboner tout en redistribuant équitablement les opportunités parmi les populations. Alors un exemple concret, c'est puisqu'on a vu que les plus précaires souvent sont... la question de la mobilité est clé, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à aller au boulot quand il existe parce qu'ils n'ont pas de voiture, ou alors ils ont du mal à la réparer, etc. Mettre des modes de transport en commun électriques, propres, ça c'est le futur. Parce qu'on va régler deux problèmes, la question de l'émission de CO2 et en même temps l'accès à l'emploi. Donc ça c'est la justice, en tout cas une transition juste. Ouais. Merci. Noam, pour lutter contre les inégalités, une transition juste, écologique aussi? Oui, alors sachant que les pauvres sont déjà les plus sobres quand même en général d'entre nous, c'est-à-dire que c'est pas ceux qui émettent le plus, c'est pas celui qui n'a pas grand-chose, qui ne prend pas l'avion pour aller en vacances l'été ou au ski en hiver, qui émet le plus de CO2 aujourd'hui. On sait l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est valable également pour l'ensemble des autres formes de pollution. D'ailleurs, c'est pas forcément une pollution, le CO2, mais bon, peu importe, c'est un débat de scientifique. Mais, ce qu'il y a, ces externalités négatives, ils sont surtout émises par les plus aisés d'entre nous. Et en revanche, ce qui est le paradoxe dans cette affaire, c'est que si on veut résoudre les problèmes environnementaux, ceux qui seront les premiers pénalisés, ce seront les plus modestes.
D'abord, aujourd'hui, ce sont ceux qui habitent le long des endroits les plus pollués, hein, qu'on pense aux autoroutes, le bord des autoroutes. Hein, vous voyez, alors c'est valable également aussi à Rennes, hein, mais vous le verrez également en région parisienne, etc. Qu'est-ce qu'il y a au bord du périphérique? C'est pas les logements, le luxe, c'est plutôt les logements les plus modestes que vous allez retrouver là, du secteur HLM. Donc, ce sont ceux qui finalement ont le plus de problèmes de santé liés à la pollution. Ça s'ajoute au fait qu'ils aient aussi le moins accès aux soins, soit par des questions de reste à charge, de prix qui sont trop élevés, soit par aussi un manque d'apprentissage aussi, d'aller vers le médecin, vers le soignant. Voilà, parfois il y a des barrages aussi psychologiques ou financiers. Donc aujourd'hui, la pollution, ça touche avant tout les personnes les plus modestes. Dans le cadre du changement climatique, ceux qui sont plus proches des côtes, des endroits les plus chauds, etc. Il y a qu'à voir le Bangladesh, hein, qui est celui qui est touché par des pics de chaleur les plus élevés au monde, qui sont devenus maintenant même des endroits invivables. Et puis, on a en même temps le manque de capacité aussi à faire face à ces changements. Aujourd'hui, qui a les moyens de s'acheter un véhicule électrique qui est plus cher qu'un véhicule thermique et d'en changer en plus tout de suite maintenant, alors que ça se trouve, le diesel, il a été acheté il y a 10 ans et qui pourrait très bien fonctionner encore 10 ans ou 15 ans de plus. Donc ça, c'est pareil pour la rénovation énergétique et pour plein d'autres sujets. Il y a la capacité financière à pouvoir faire face, à être aussi au courant, une capacité qui n'est pas que financière, d'être au courant de savoir quelle aide mobiliser, quelle chose qu'il faudrait faire en premier, comme pour isoler son logement, etc. Donc voilà, c'est effectivement aujourd'hui le paradoxe des politiques de transition écologique, c'est que ceux qui sont le plus touchés et sont ceux qui sont le moins capables de pouvoir y faire face. Donc ça nécessite effectivement un fort accompagnement des politiques publiques. Mais au-delà de cette question écologique, moi je voudrais revenir sur la logique de capacité, ou moi j'appelle ça l'égalité des chances pour faire court. Effectivement, ce qui est parfois taxé d'être trop libéral, comme parce qu'on voudrait tous une égalité parfaite, c'est inscrit dans notre constitution. Alors c'est l'égalité de droit, hein, essentiellement, surtout qui est attendue par ce principe constitutionnel, mais on n'arrivera probablement jamais à une égalité parfaite entre les individus. Ça a été testé dans certains régimes plutôt dictatoriaux et ça n'a pas forcément été suivi de bons effets. Donc je ne pense pas que ça soit ce vers quoi on doit aller. En tout cas, l'égalité des chances, c'est clair et certain. Il faut qu'on y parvienne parce que c'est incompréhensible et insupportable qu'un enfant qui vient d'un milieu aisé réussisse mieux à l'école que quelqu'un d'un milieu modeste, simplement parce que soit notre système scolaire, soit parce que ensuite les familles n'arrivent pas à compenser finalement ce désavantage de départ dans la vie, hein, les inégalités de destin, moi j'appelle ça. Ça concerne essentiellement le système scolaire qui est parfois, je pense, beaucoup plus important à la limite que les questions financières. On a un système scolaire en France qui n'arrive pas à corriger les inégalités sociales. On a même un des pays qui est le moins efficace, j'ai envie de dire, là-dessus, d'après les enquêtes internationales, contrairement à d'autres pays, alors plutôt nordiques de l'Europe, au nord de l'Europe, qui, eux, ont réussi justement, à travers des méthodes d'enseignement qui sont plus concrètes, à faire progresser des gamins d'où qu'ils viennent, quel que soit leur milieu d'origine. Nous, on a une tendance encore très élitiste. Moi, j'ai qu'à voir, enfin, je vois avec ma fille qui est au collège, c'est que du par cœur et je ne vois pas vraiment ce qu'ils apprennent concrètement. Quand je constate même qu'en cours de technologie, il n'y a même plus de choses manuelles, mais c'est pareil, du par cœur sur papier, je me dis, mais on est passé à côté de quelque chose. Le collège est généraliste et on n'arrive plus à enseigner des métiers manuels. Quand je dis métier manuel, je m'étouffe à moitié parce que métier, c'est forcément manuel par étymologie. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus de métiers manuels en France, il faut croire, et on cherche surtout pas à les valoriser. Alors que, pour faire le lien avec les questions de sobriété écologique, il va falloir revenir à la terre, il va falloir revenir à faire des choses par soi-même, ce qu'on appelle aujourd'hui la low-tech pour faire chic, ce qui est concrètement faire par soi-même des petits travaux de réparation plutôt que d'attendre que ça soit réglé par le numérique. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un malheur en France, c'est qu'on n'arrive pas à faire en sorte que l'enseignement puisse valoriser des compétences qui ne sont pas que intellectuelles ou abstraites ou de l'abstraction. Il faut qu'on arrive aussi à valoriser des métiers concrets, et que ce soit la boulangerie, ça soit ne serait-ce que l'artisanat dans le bâtiment. Aujourd'hui, combien d'artisans disent qu'ils n'arrivent pas à recruter, alors que c'est des métiers qui payent correctement, qui sont effectivement par contre pénibles, éreintants, et ça, il faut le valoriser aussi financièrement et à travers aussi la retraite, puisqu'il n'y a pas de raison que ceux qui ont le moins d'espérance de vie cotisent autant que les autres, ou alors même plus, parce que s'ils commencent à travailler à 16 ans, il n'y a pas de raison qu'ils partent à 65 ans, alors que ceux qui ont commencé à travailler à 30 ans après des études très longues partiraient à 65 ans également. Ça, c'est clairement inéquitable et ça fait partie, je pense, de l'égalité des chances. Deuxième axe sur la question de l'égalité des chances, c'est l'égalité des chances liées aux questions de patrimoine, et notamment l'héritage en France. On va certainement avoir un gros chantier là dans le quinquennat qui vient sur les questions d'héritage. Ça a été beaucoup débattu pendant les élections présidentielles.
Aujourd'hui, il faut se rendre compte quand même, et je veux faire un peu de désintox sur ce que vous pouvez entendre ou ce que vous pensez, peut-être personnellement. Aujourd'hui, on a réussi à faire comme aux États-Unis avec Trump, faire croire que c'est un impôt sur les morts de faire payer de l'héritage. Non, depuis la Révolution française, c'est un moyen de corriger les inégalités de destin. Et aujourd'hui, il y a très peu d'héritages qui sont en réalité fiscalisés, puisque en dessous de 100 000 euros, vous avez quasiment rien à payer comme héritage. Il y a la moitié des Français qui ont moins de 100 000 euros. Il y a la moitié des Français qui n'auront jamais d'héritage. Et parmi ceux qui ont un héritage, il y en a 90% qui sont en dessous de 100 000 euros. Donc finalement, ça concerne qu'une toute petite minorité, et revenir sur les questions d'héritage pour aller vers encore plus d'allègements fiscaux, c'est favoriser encore plus l'enrichissement. Et vous savez que l'enrichissement, il se transmet de génération en génération, et que finalement, aujourd'hui, la plupart des gens aisés, c'est essentiellement par l'héritage qu'ils le deviennent, c'est pas par la force de leur labeur, et donc il faut absolument, c'est complètement contradictoire avec un système libéral vers lequel on pourrait aller éventuellement si on le souhaite, c'est ce que propose un certain nombre de personnes aujourd'hui, mais en tout cas si on devait aller vers un système libéral, c'est clairement pas en favorisant l'héritage que ça va aider finalement à ce que ceux qui ont les meilleures compétences puissent les valoriser librement. On est au contraire dans un pays sclérosé par l'héritage et par des héritiers qui souvent sont moins bons managers, moins bons dirigeants d'entreprises ou d'activités d'organismes que dans la plupart d'autres pays plus libéraux. Il y a un troisième axe, à mon avis. Merci. Il y a un troisième axe sur lequel je voudrais rapidement revenir aussi, sur les questions d'inégalité de destin, d'inégalité des chances, c'est l'origine, la nationalité. Aujourd'hui, vous savez qu'en France, on a un problème de discrimination qui sont notamment liées à la race, mais qui c'est pas le seul cas. Vous avez les discriminations liées au sexe, à différents facteurs qui sont aujourd'hui prohibés, illégaux. Malheureusement, ça persiste. Vous le voyez, il y a des enquêtes, des testings qui sont réalisés qui montrent qu'on est toujours avec un niveau de discrimination extrêmement élevé. Et ça, malheureusement, c'est justifié d'une certaine manière par la loi. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui en France, on interdit 5 millions d'emplois des personnes étrangères du fait de leur nationalité. C'est complètement faux cul, j'ai envie de dire, puisque c'est souvent des métiers dans la fonction publique. Vous ne autorisez pas un étranger à prendre un poste de titulaire, c'est-à-dire de fonctionnaire au sens strict. Par contre, il a le droit d'être contractuel, c'est-à-dire en emploi précaire ou vacataire. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec une interdiction qui n'a pas beaucoup de sens. C'est également pareil dans les professions médicales, dans les professions du droit, qui sont des professions réglementées. Ces emplois-là leur sont pour la plupart fermés. Ça fait 5 millions d'emplois. C'est valable également pour le droit de vote des étrangers, puisque aujourd'hui, vous avez beau payer vos impôts, habiter en France depuis 30 ans de façon totalement régulière, vous ne pourrez jamais voter dans des élections, ne serait-ce que locales, pour votre maire d'à côté. Ce sont des formes aujourd'hui de discrimination légale qui justifient une forme de discrimination qui nourrit les identitaires que Laurence présentait tout à l'heure. Heureusement, ils ne sont pas majoritaires, ça me rassure. Mais bon, il n'y a qu'à voir quand même le nombre de voix que le RN et d'autres de cette mouvance recueillent à chaque élection pour se rendre compte que quand même c'est un mouvement, enfin c'est une population qui grossit malheureusement et c'en est très inquiétant. Donc voilà, je vais... Excusez-moi, je vous interromps une seconde, on va mettre en stand-by cette prise de parole qui est très importante évidemment, parce que Niels va nous laisser. C'est important ce qui vient d'être dit, merci beaucoup. Un de nos intervenants doit repartir, je présume, d'où il vient, en Bourgogne peut-être. Et de fait, il a un train à prendre. Donc on va le laisser conclure sa propre prise de parole et puis on continuera les échanges avec Noam et puis Laurence sur quelque chose qui est plus de mise en perspective. On est déjà évidemment sur les chantiers dont nous parle Noam. Niels, à vous la parole. Merci beaucoup et je voudrais d'abord mes excuses de devoir me sauver. Et je voudrais abonder dans ce sens-là, c'est-à-dire que finir sur... il y a un juriste aux États-Unis qui s'appelle Samuel Moyn qui a écrit pour moi ce qui est un des bouquins les plus importants de ces 15 dernières années, qui s'appelle Not Enough, pas assez. Il dit quoi? En gros, il dit que l'histoire de la lutte contre la pauvreté depuis 1789 jusqu'à nos jours, c'est ce qu'il essaie de faire un panorama. Il dit qu'elle se découpe entre partisans
de ceux qui disent qu'ils ont un minimum d'autonomie suffit, et c'est eux qui ont décrété les seuils de pauvreté en disant bon bah au-dessus de ça, ça va après tout, et à partir de là découle toute une somme de travaux, comme à la Banque mondiale, hein, c'est eux qui calculent le seuil de pauvreté à 1,90 $ en ce moment, ou même ça peut-être augmenté. Et entre partisans du minimum donc d'autonomie et les égalitaristes, parce que lui, il dit en fait, ce juriste, il dit assez, ça n'est pas assez, dans la mesure où vous laissez des sociétés inégalitaires se boursoufler et créer des mondes parallèles. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, c'est bien d'avoir un seuil, mais il faut aussi un plafond aux inégalités. Donc c'est exactement dans le sens évoqué. C'est pour ça que je pense que c'est un cadre d'analyse très important à avoir, c'est qu'à un moment, on va avoir des sociétés à la faveur de la constitution d'une société du privilège en France, qui va se décrocher. Déjà, aller vivre à Paris, bon courage, parce que c'est devenu un parcours du combattant pour y décrocher un logement, pour y vivre, pour s'y maintenir, etc., etc. Et ça favorise effectivement des héritiers, des rentiers ou toute une catégorie de la population avec laquelle nous ne ferons bientôt plus société. Et c'est vrai pour d'autres pays. Je voudrais juste conclure avec une jolie formule, et vraiment je suis heureux d'être ici. Quand Lula était en prison, il a reçu un ensemble de lettres tous les jours, y compris quand tu sortiras, viens boire une bière avec moi, de citoyens. Et l'un d'eux lui a dit un jour, lui a écrit « Nous sommes sublimes parce que nous rêvons au-delà de la misère à laquelle on a voulu nous condamner. » Je voulais juste vous dire, en partant, vous êtes sublimes parce que vous rêvez au-delà de la misère à laquelle on a voulu condamner beaucoup de monde. Merci beaucoup. Voilà, et pour prolonger les échanges, pour ceux qui le veulent, avec Nils Plenels, à distance, Là où périt la République, aux éditions de l'Aube. Voilà, merci beaucoup Nils. Alors, on termine juste, je l'ai un petit peu interrompu, Noam, il y avait quand même quelques mots encore sur ce dossier ou ce chantier de la lutte contre les discriminations, parce que ça j'ai envie de dire, ça parle beaucoup aux travailleurs sociaux que nous sommes, parce que c'est extrêmement décourageant aussi, toutes ces catégories de personnes pour lesquelles nous sommes en poste, et pour lesquels nous bossons pour essayer de régulariser, de donner du travail, de fluidifier la société, ce dont vous parlez très justement, enfin très clairement. Quelques mots encore sur ce chantier-là, qui semble être un des chantiers les plus urgents pour les années à venir, évidemment. Rapidement, et puis on passera la parole à Laurence. Rappelez-vous toujours qu'ils ont des droits, tout le monde, vous avez tous des droits, et qu'il y a un défenseur des droits en France qui peut être saisi. Il faut en user, en abuser, de toutes ces réclamations, ces saisines qui pourront être faites pour faire bouger les choses. Je sais qu'aujourd'hui, Claire Hédon est très engagée sur le sujet, notamment de la pauvreté, de la précarité. Vous savez, elle était présidente d'ATD Quart Monde avant. Donc il ne faut pas hésiter à lui faire remonter ce genre de... Il ne faut jamais, en tout cas, laisser un cas de discrimination sans suite. Il ne faut jamais se dire, il ne faut jamais intégrer le fait que c'est normal. C'est pas normal. Si c'est illégal, c'est pas normal. Et donc, il faut surtout pas hésiter à faire valoir ses droits. Je pense que c'est le plus important. Il ne faut pas s'enfermer finalement dans ce système de ségrégation ou de discrimination qu'on considérerait comme normal. C'est ce qu'on fait nous à l'Observatoire des inégalités en allant vers les jeunes. Avec, vous avez peut-être vu ce Monopoly des inégalités. C'est pour le rendre de façon un peu ludique, montrer justement la question des inégalités aux jeunes et pouvoir en parler à travers le jeu. Ça permet de libérer les langues et de pouvoir après commencer à pouvoir leur expliquer qu'il ne faut pas qu'ils s'enferment finalement dans ces phénomènes sociaux auxquels ils font face, et qu'au contraire, il faut qu'ils prennent la parole et qu'ils s'en rendent compte, et qu'ils se rendent compte aussi que ce n'est pas normal. Donc voilà, c'était ça ce que je voulais vous dire. Et on aura enfin, je reviendrai tout à l'heure aussi sur les autres sujets. Alors, Laurence, ces concurrences de public, cette difficulté peut-être aussi de se parler, ce dialogue nécessairement démocratique, qu'est-ce que Destin commun finalement nous propose à travers vous aujourd'hui ?
Oui, alors du coup, en revenant sur certains points qui ont été évoqués, là, je garde pour ma part 4 points en tête pour essayer de formuler quelques pistes et quelques recommandations, en partant notamment de ce phénomène de concurrence des publics. Et vous l'avez compris, évidemment, la dimension, disons, oui, socio-économique est absolument essentielle. Et nous, on travaille de façon, je pense, complémentaire sur les questions plutôt de perception et d'opinion qui sont, je pense, très importantes aussi dans la mesure où elles peuvent aggraver les clivages, les fractures et les tensions. Du coup, sur la concurrence des publics, peut-être... 2 points. De façon très pragmatique, je pense qu'il y a un enjeu dans les faits, dans la façon dont les activités ou les organisations, les activités sont organisées, ne pas opposer un public à l'autre en fait, et concevoir des programmes, des dispositifs qui rassemblent par exemple des personnes migrantes et non migrantes dans une logique de creuset intégrateur plutôt que de les traiter séparément, autant que c'est possible, et également qui sont toujours centrés sur l'action, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles peuvent apporter des compétences, des talents et participer aussi à cette reconnaissance de talents et de compétences qui du coup sort de la logique de l'assistanat qui, on le sait, est très souvent critiqué. Deuxième point, en fait, on a vu, nous, dans nos études, notamment sur ce diagnostic de la France post-Covid, sur la question intergénérationnelle, qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de fracture générationnelle à la sortie de ces 2 années de crise Covid. C'est-à-dire que les gens, quand on leur demande est-ce que vous pensez qu'il faut aider plutôt les jeunes ou plutôt les personnes âgées, ou finalement les deux autant, ils disent vraiment les deux autant. Enfin, il n'y a pas d'opposition de ces 2 publics et de tension à ce niveau-là. Donc ça, c'est un point positif, je pense, sur lequel il faut s'appuyer pour, là aussi, imaginer des dispositifs qui mettent en valeur ça et qui s'appuient sur cette richesse aussi de cette différence intergénérationnelle. 3e point, je pense que quand on a parlé de ces groupes précaires, discriminés à différents égards et des inégalités dont ils sont les premiers sujets, il y a un enjeu énorme, en fait, tout simplement à visibiliser ces publics. Et ça passe notamment par les médias. Et donc ça, nous, c'est un travail qu'on fait, par exemple, avec le groupe France Télévisions. On commence à faire un travail sur ce sujet. On sait qu'il y a des outils d'analyse qui existent là-dessus, qui sont un peu standardisés. C'est le baromètre de l'ARCOM ex-CSA, qui documente très bien le fait que, en fait, de façon assez systématique, tous ces publics-là sont sous-représentés dans les contenus en fait, qu'on voit dans les médias et aussi à la fois dans la fiction et dans les contenus non fictionnels et prennent la parole beaucoup moins que les autres. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu énorme aussi parce que cette invisibilisation, elle participe de leur défiance, enfin, elle contribue à renforcer leur défiance et le fait qu'ils se sentent complètement en marge de la société. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles il y a des choses concrètes à faire. Et puis dernier point sur la question de la transition écologique, évidemment enjeu majeur sur lequel nous, Destin commun, on travaille beaucoup parce que année après année, on a identifié ce sujet comme un sujet qui là aussi pourrait être malgré tout un vecteur de commun, de rassemblement, mais qui en même temps crée à la fois de très très fortes inégalités et aussi des tensions plus d'ordre culturel et même parfois des batailles culturelles, quoi. Et donc nous, concrètement, le travail qu'on fait, c'est d'essayer de faire prendre conscience en fait aux groupes les plus militants, en l'occurrence aux organisations du mouvement climat, et aussi aux acteurs plutôt institutionnels et gouvernementaux, que l'approche qu'ils ont est souvent soit discriminante, soit stigmatisante, excluante aussi, parce qu'il y a des codes, il y a toute une sociologie de ces mouvements qui parfois excluent en fait, les plus modestes, les plus précaires, et d'aller plutôt vers une écologie très, très intégrée qui parte des préoccupations des gens, qui sont d'abord et avant tout le pouvoir d'achat, mais aussi la santé, l'éducation. Voilà. Et je cite un exemple d'une personne qu'on a entendue aussi dans un focus group récent, qui disait au détour de la conversation que elle avait maintenant un vélo électrique pour aller faire ses courses, elle achetait sur Too Good To Go des produits périmés qui sont remis, je crois que c'est ça, un Too Good To Go, que par ailleurs elle faisait son compost, que sa voisine avait un panneau solaire et que du coup ça lui permettait de brancher son aspirateur, voilà. Et puis quelqu'un d'autre dans le groupe lui dit ah oui, en fait t'es super écolo, et elle dit ah non, j'ai pas dit que j'étais écologiste, je fais des économies. Voilà, il faut vraiment en fait partir de cette réalité évidente qui est que si on intègre le fait que c'est ça le driver numéro 1 des gens pour être écolo, mais très bien, formidable, et valorisons ça aussi
plutôt que d'être dans une logique culpabilisante. Voilà, disons, passer du registre de la culpabilisation au registre de la valorisation, de ce que les gens font déjà et qui font effectivement des plus précaires, souvent les premiers écolos. Oui, c'est intéressant cette forme de jeu de mots que j'ai entendu peut-être malgré nous. Est-ce qu'on favorise le pouvoir d'agir ou est-ce que la fédération favorise le pouvoir d'achat des gens? Les deux, mon général, mais Noam, vis-à-vis des inégalités, peut-être quelques propositions, en tout cas sur cette question qui est quand même, certes, on est sur du socio-économique pur et dur, mais en tout état de cause, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus rien pour payer le loyer ou manger le 5 du mois, le 10 du mois, parfois le premier jour du mois, pour de plus en plus de personnes parmi nos concitoyens, quoi. Quelles sont les préconisations de l'Observatoire des inégalités après les études faites? On ne va pas faire les politiques à la place des autres, on observe et on a quelques idées, mais voilà, en tout cas, effectivement, on se permet, notamment à l'occasion des présidentielles, de faire des recommandations, dire les chantiers prioritaires qu'il pourrait y avoir sur le quinquennat. Sur la question du pouvoir d'achat, moi, j'ai envie de dire, en fait, le sujet du pouvoir d'achat, il est éminemment lié aux inégalités de revenus. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil d'avoir une inflation à 4% lorsqu'on fait partie des plus aisés ou quand on fait partie des plus modestes. C'est pas facile de boucler sa fin de mois à quelques dizaines d'euros ou boucler sa fin de mois à quelques milliers d'euros. Effectivement, on va renoncer à s'acheter des affaires de luxe d'un côté ou renoncer à manger le soir dans l'autre cas. C'est pas du tout les mêmes choix, les mêmes arbitrages budgétaires qu'il s'agit de réaliser quand il y a de l'inflation, parce qu'il y a beaucoup de dépenses contraintes aujourd'hui, ça a été dit. Et donc aujourd'hui, sur les questions de pouvoir d'achat, moi je veux dire, on le traite à travers uniquement les questions de baisse des prix, de politique monétaire, de la Banque centrale qui va augmenter ses taux pour faire baisser les prix, parce que baisser les prix, ça protège les plus modestes. Moi qui viens un peu de la Banque de France, je tiens à vous dire que j'ai quand même quelques doutes là-dessus, parce que la hausse des prix, elle ne touche pas tout le monde de façon complètement homogène. Et finalement, ce que ça veut dire, c'est que c'est la question de la répartition des revenus, la répartition des richesses qu'il s'agit d'interroger, notamment au sein de l'entreprise. Je ne vais pas citer le cas des associations, c'est un peu particulier, mais dans le sein de l'entreprise, il y a de la valeur ajoutée qui est créée. Et la question, c'est comment est-ce qu'on rémunère le travail ou le capital? C'est assez classique. Et au sein du travail, comment est-ce que je répartis ces revenus? Aujourd'hui, on constate que finalement, la croissance du PIB, la croissance, donc la valeur ajoutée créée par les entreprises, qui peut être redistribuée aux salariés ou aux actionnaires, elle augmente plus vite que l'inflation. Donc la question, c'est pas tellement de savoir si j'ai quelque chose, est-ce que j'ai quelque chose à redistribuer ou pas? Oui, j'ai quelque chose à redistribuer. Donc en réduisant les inégalités de revenus de façon primaire, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, là où la richesse est la plupart du temps créée, on peut réduire ces questions de pouvoir d'achat. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais je rentre dans des choses peut-être un peu trop macroéconomiques. Donc globalement, aujourd'hui, on se retrouve à devoir traiter le problème des pouvoirs d'achat des plus modestes à travers des aides publiques, alors que ça devrait être au niveau des salaires que ça se traite. Ce n'est pas à l'État de venir compenser le fait que les salaires ne sont pas assez élevés. On est en train de marcher sur la tête alors qu'il y a de la croissance, il y a de la création de richesses et que simplement, elle est mal répartie aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui la source de ce problème de pouvoir d'achat, je pense, en France. Alors, il se trouve que si jamais les gens ne sont pas volontaires pour le faire, il y a un autre mécanisme qui s'appelle la fiscalité. Ça sert à ça. Ça sert justement à redistribuer. Ça a été inventé il y a quand même un certain nombre d'années, bien avant que je naisse et peut-être même vous aussi. Ça sert justement à ça, l'impôt sur le revenu. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque des années 30, déjà dans les États-Unis, il y avait un taux marginal d'imposition sur le revenu qui dépassait les 80%. On a été capable aussi en France d'avoir un taux marginal d'imposition sur les plus hauts revenus à plus de 50%. Aujourd'hui, c'est largement descendu. Donc il y a encore la capacité de donner ce signal. Si les entreprises, ceux qui créent de la richesse ne sont pas capables de bien le redistribuer, on doit pouvoir les influencer. Mais en tout cas, d'un point plus prioritaire, moi, ce qu'on a proposé, on a fait le calcul à l'Observatoire des inégalités, c'est si on voulait éradiquer la pauvreté. Vous souvenez-vous, il y a 5 ans, un peu moins de 5 ans maintenant, c'était plutôt il y a 4 ans, en 2018, le président Macron nous dit « Je veux éradiquer la pauvreté en France ».
Je me suis dit, mais chiche, combien ça coûterait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La pauvreté, elle est aujourd'hui mesurée de façon monétaire. Elle n'est pas par rapport à un capital social, etc. On calcule ça de façon monétaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est par rapport à un revenu. C'est 900 € par mois à peu près, le seuil de pauvreté. En moyenne, les personnes pauvres sont à 750 € par mois. Donc il faudrait leur rajouter 150 € de plus par mois pour qu'ils passent au-dessus de ce seuil de pauvreté. Multiplié par 5 millions de personnes, ça fait 9 milliards d'euros par an. 9 milliards d'euros par an, c'est la moitié de la suppression de la taxe d'habitation. C'est la moitié des baisses d'impôts de production sur les entreprises qui payent l'impôt sur les sociétés. C'est largement à notre portée. Et malheureusement, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de ministres aujourd'hui ou de présidents de la République qui portent cette proposition. Et j'en suis bien triste parce que ça serait clairement une des solutions immédiates et urgentes. Concrètement, c'est augmenter le RSA de 150 € par mois. Hein. Ça peut être tout simplement ça. Il faut voir en fonction des cas de figure. Mais c'est quand même hallucinant qu'on se retrouve aujourd'hui avec, par exemple, des familles monoparentales, des mères qui élèvent seuls leurs enfants, qui n'ont pas la capacité de pouvoir travailler, qui se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, ce n'est pas acceptable en France, alors qu'à l'inverse, on a considéré que oui, les personnes retraitées, on leur augmente le minimum vieillesse au-dessus du seuil de pauvreté. Oui, pour les personnes handicapées, les adultes handicapés, on va relever le seuil de l'AAH au-dessus du seuil de pauvreté, mais pas pour les pauvres qui sont en situation de non-emploi, incapacité d'avoir un emploi, différents handicaps sociaux qui font qu'aujourd'hui on est dans l'impossibilité. On considère que c'est de l'assistanat. Pour autant, nous, ce qu'on dit, c'est que l'assistanat, ça marche aussi pour les plus aisés, à travers les crédits d'impôt pour l'emploi à domicile, à travers des niches fiscales diverses et variées pour faire des travaux d'amélioration de son habitat, etc. L'assistanat, il marche pour tout le monde et même parfois, il bénéficie aux plus aisés. Sur un autre... Oui. Merci beaucoup. Cette question d'un regard un peu pénalisant la pauvreté, comme si le pauvre était responsable de la situation qui l'accable, et on sait aussi toute l'intériorisation de la honte pour celui qui va chercher à la CAF son RSA, d'où le non-recours, qui est très, très important. Je vous pose à tous les deux la question qui vient de la salle. On a la chance d'avoir une question, on va interagir. Et donc je la lis pour tout le monde. Quel message fort, selon vous, la Fédération des acteurs de la solidarité et ses adhérents, adhérentes doivent adresser à nos députés pour que les plus pauvres ne soient pas les plus pénalisés par la transition écologique? On l'a un petit peu abordé tout à l'heure. On a évoqué avec Noam le fait que ce sont encore eux qui vont payer la note. Est-ce qu'on pourrait retourner l'équation et se demander et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on doit porter comme message aux représentants des citoyens, hein, à leurs représentants? Laurence ou Noam? Moi, j'ai envie de dire, déjà, aujourd'hui, il faut voir la double peine des plus précaires par rapport à la transition écologique. Je l'évoquais tout à l'heure. La double peine, c'est ce sont les plus touchés par les changements climatiques, la pollution qu'on voit aujourd'hui. Et ce seront demain les plus pénalisés également, probablement par les politiques publiques qu'on pourrait mener pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, taxe carbone ou autre chose de ce type. Donc ce que ça veut dire, le message pour moi, c'est qu'ils ont déjà aujourd'hui la double peine, n'en rajoutez pas une troisième. Donc allez plutôt compenser et faire en sorte que donc agir contre ces deux peines, c'est-à-dire premièrement réduire les effets de la pollution sur les plus modestes et deuxièmement compenser tout ce que les politiques publiques pourraient avoir comme impact négatif vis-à-vis des plus précaires. Et ça, je pense qu'on est totalement capable de le faire aujourd'hui. Ça avait été largement sous-estimé au moment de la taxe carbone et du moment Gilets jaunes, parce qu'on ne savait pas mesurer quel allait être l'impact par rapport au niveau de vie des gens de telle et telle mesure. Aujourd'hui, on est largement en capacité de le faire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'anticiper, mais pas laisser, en tout cas, les choses aller de l'avant, parce que, en tout cas, quand même, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que si on ne fait rien, ça sera quand même malgré tout les plus précaires, les plus pénalisés par les effets du changement climatique ou des impacts d'érosion de la biodiversité, etc., etc. Donc il est important d'agir pour la transition écologique, d'avoir des politiques publiques ambitieuses, mais il faut que ça se fasse en tenant compte aussi des impacts sociaux que ça pourrait avoir sur l'ensemble des revenus, notamment. Si.
Laurence. Oui, je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et je complète en disant que je pense qu'il y a vraiment un renversement de perception à faire, c'est-à-dire d'imaginer des messages, même assez simples, qui au lieu de continuer à avoir l'impression qu'il faut enseigner à ces personnes l'écologie et la transition et la sobriété, de leur dire que c'est à nous de nous mettre à leur école, quoi. Ce sont nos grands maîtres en écologie, en sobriété, en tout ce qu'on veut. Donc d'abord ce renversement de la perception, de l'image, qui en ferait vraiment des modèles. Et aussi, c'est essentiel, justement, les protéger, ne pas les pénaliser encore plus. Je rajouterais simplement qu'il y a une chose aussi que je trouve assez clé, et qu'on entend là aussi dans des focus group, c'est la question de l'attendu social, qui je pense touche encore plus les plus précaires. C'était l'exemple qui avait été cité, qui m'avait frappé, c'est la question des jouets. Une personne dans un groupe avec des laissés pour compte qui disait en fait, on aimerait acheter plus, par exemple, de l'occasion et être plus dans le réusage. Mais il y a, en fait, pour faire bien, pour être bien vu, il faut toujours du neuf. Et elle disait, par exemple, on devrait pouvoir réoffrir des jouets qui ont déjà servi à des enfants, mais c'est pas bien vu socialement, donc on rachète. Et, donc, voilà. Et je pense que cet attendu social, ce poids de la norme sociale, notamment sur la question du neuf et du réemploi, du réusage, il est particulièrement fort chez les plus modestes. Donc ça peut être un point particulier aussi d'attention, et là aussi de renverser les perceptions et l'attendu. En fait, c'est ultra cool le réusage. C'est le nouveau cool. Oui, ça devient chic au point que maintenant c'est les plus aisés effectivement ça devient quelque chose de chic finalement de faire du réusage, et à l'inverse donc les plus modestes ne voient pas ça encore positivement. Et c'est vrai qu'il y a besoin de renverser un peu la tendance, je pense, là-dessus. Enfin, je suis complètement d'accord. Là, c'est le rôle du marketing, je pense aussi, qui est aujourd'hui important, parce que on voit que le marketing touche plus facilement aussi ceux qui n'ont pas un bagage éducatif important. Et donc, ils arrivent à passer des messages aujourd'hui qui sont dans le tout-consommation, le surconsommation, et qui finalement détruisent à la fois les emplois de ceux qui consomment, parce qu'il faut se rendre compte que consommer des choses qui viennent du reste du monde sur des plateformes internet américaines, etc., c'est pas ce qui va créer des emplois en France, hein. Au contraire, on contribue à détruire nos propres emplois, et en même temps ça pousse aussi à de la surconsommation de choses inutiles, et donc ça réduit le pouvoir d'achat. Donc c'est complètement paradoxal. Et donc le marketing aujourd'hui a un rôle, la pub, la com a un rôle aujourd'hui social, je pense, qu'elle n'a pas saisi, hein. Il faut qu'elle arrive à véhiculer des choses beaucoup plus positives sur ce qui est en faveur de l'environnement et des impacts sociaux. Là, je crois que c'est un grand champ, en tout cas, aussi, sur lequel vous pourriez avoir, je ne sais pas si vous avez des liens, en tout cas, avec les autorités publicitaires, etc. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a un axe important pour qu'ils arrêtent de véhiculer des messages, j'ai envie de dire, un peu beaufs, quoi. Oui, merci. On entend bien la question de l'influence sociale. Peut-être que nous aussi, on doit un peu balayer devant notre porte. C'est-à-dire, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est important, la capacité de se rassembler en réseau, de ne pas penser qu'à nos chapelles, pour produire aussi du volume, qui peut instruire du rapport de force sur ces questions-là vis-à-vis des élus. Alors une autre question pour l'un ou l'autre. Quelle proposition pour réduire les inégalités de patrimoine qui contribuent au creusement des inégalités entre riches et pauvres, ainsi qu'à la crise du logement? Alors on revient à la question du patrimoine. Oui, bah écoutez, je disais tout à l'heure, hein, il y a un outil important qui s'appelle la fiscalité sur les successions, hein, des droits de succession, sur l'héritage, hein, concrètement. Aujourd'hui, ils ont été sacrément diminués sous le quinquennat Sarkozy. Il est question d'aller encore au-delà. Je pense que ça serait une grave erreur. Au contraire, moi, je crois qu'il faut qu'on renforce et qu'on revienne à ce qui s'était passé après la Révolution française, c'est-à-dire qu'on taxe beaucoup plus fortement l'héritage. Et si on n'est pas capable, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus social, d'après ce que disent des sondages un peu biaisés que commandent certains journaux ou instituts bien pensants pour essayer de faire croire à tout le monde que l'héritage c'est horrible, enfin la fiscalité de l'héritage c'est horrible, et donc aujourd'hui il y a plein de sondages qui semblent dire que les gens voudraient baisser encore plus la taxe sur l'héritage, sachant qu'ils n'en payent déjà pas. Eh bien, si on n'est pas capable de faire ça, c'est-à-dire qu'il faut recréer un impôt sur le patrimoine au cours de la vie, ça s'appelle l'ISF à une certaine époque, et donc si on n'est pas capable de recréer cet ISF, il n'y a pas de raison en tout cas de baisser les taxes sur l'héritage, au contraire il faut les augmenter. Sur la question du logement, c'est vrai que c'était un point que j'avais prévu d'évoquer et qui est pour moi dans les 7 chantiers prioritaires du quinquennat. Clairement aujourd'hui la crise du logement, elle est une crise de l'offre,
C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'offres de logement par rapport à l'augmentation démographique en France. Je crois que la Fédération des HLM avait porté une proposition à 150 000 logements par an. On sait qu'on est capable de le faire, ce qui serait beaucoup plus important que les 90 000 qu'on a été capable de produire l'année dernière. Donc on est largement en dessous de ce qu'il faudrait faire. Le logement social, pour moi, c'est une chance, parce que ça permet de rendre des choses plus accessibles. Ça permet d'éviter qu'il y ait 3,5% de la population qui se gave avec des loyers, puisqu'aujourd'hui, la moitié du parc privé est détenu par 3,5% de la population. Donc il faut se rendre compte quand même que c'est très concentré, la propriété privée dans le domaine du logement. Donc le logement social, c'est une chance. Pour ça, ça veut dire renforcer leurs moyens d'investissement. Ça veut dire à peu près 800 millions d'euros par an. Encore une fois, 800 millions d'euros, c'est une paille dans le budget de l'État de 300 milliards d'euros. C'est une paille dans les 1000 milliards de dépenses publiques annuelles. Et je ne comprends pas comment on n'arrive pas à trouver ces quelques millions d'euros. Merci beaucoup. Notre table ronde va bientôt toucher à sa fin. Laurence, quelques mots pour conclure, le mot de la fin. On peut oser le mot de la fin, Laurence, sans problème. En fait, je passerai derrière vous quand même. Hein, ça va être très, très général, mais moi, je vais repartir d'un hommage à la personne en l'honneur de laquelle on a été fondé, qui est Joe Cox, qui disait tout simplement « Ce qui nous unit reste plus fort que ce qui nous divise ». Voilà. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête pour garder un petit peu d'optimisme et pouvoir avancer. Voilà, merci beaucoup. Laurence Denervaux, directrice de Destin Commun. Merci beaucoup, Laurence, encore une fois. On peut les applaudir. Et Noam Léandri, président de l'Observatoire des inégalités. Je cherche dans mes petits papiers ce pourquoi je voulais... Merci beaucoup, Noam. Des propos très engagés de leur part, et on est peut-être dans l'abstraction, on est peut-être dans la palabre, mais on va repartir avec un peu plus d'énergie pour continuer à nous bagarrer sur les territoires. Peut-être avant de faire la place au président de la Fédé, je voudrais juste relire comme ça les 5 chantiers du projet fédéral 2022-2027, comme ça chacun peut se dire est-ce que cette table ronde modestement aura contribué à sa place aux objectifs fixés dans le projet adopté sur un mode extrêmement démocratique, bien entendu. Conquérir de nouveaux droits et rendre effectifs les droits existants. On en a parlé un peu quand même. Construire la solidarité à partir des personnes et des territoires. C'est une méthode qui est d'une grande exigence, peut-être vis-à-vis de laquelle on a toujours tendance un peu à s'éloigner. On fait toujours un peu de surplombant, hein, du top-down. Là, on se pose une exigence. Est-ce qu'on a la capacité, l'acuité, pour aller observer les évolutions de la société, y compris pour les vieux blancs de plus de 50 ans, dont je fais partie, par exemple. Et troisième point, développer les coopérations et promouvoir les dynamiques associatives. Sur cette question des clivages entre les catégories de population, on l'a bien entendu de votre part, Laurence, se parler, et pas se parler individuellement, mais en tout groupe. Et ça, c'est un peu plus complexe. Je pense sortir des a priori et travailler les inconscients aussi. Allez-y, oui. Je dirais juste qu'on a beaucoup entendu en fait, dans des enquêtes le fait que même en termes de communication, souvent les gens sont un peu crispés par ce qu'ils considèrent comme de l'ego des organisations, des associations. Et en revanche, quand il s'agit d'initiatives collectives, de coalitions, etc., l'opinion, la perception est nettement plus positive. Donc voilà, vraiment, il y a aussi un effet direct en termes de communication et de réception de ce genre de message quand c'est porté en collectif. Merci. Quatrième point, on est en plein dedans, à soutenir et promouvoir bien évidemment le travail social et ses professions canoniques qui n'ont pas complètement disparu, paraît-il. Et enfin, cinquième point, développer les connaissances pour changer le regard, c'est ce que vous nous avez apporté avec Niels également, changer le regard sur la pauvreté et tenter d'y adapter nos réponses. Merci à tous pour votre attention et maintenant place à Pascal Brice, notre président. À toi Pascal, merci beaucoup.